Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 mars 2024. On a vécu une journée de digestion hier. Digestion parce qu'il a fallu bien comprendre tout ce qu'on avait vu tellement juste sur le CPI et sur la suite des événements. Puisqu'il y a un truc qui s'est un peu renforcé dans l'esprit du marché hier, c'est le fait que eh bien, on va baisser les taux. Oui, on va baisser les taux. C'est une grande surprise, ça. Mais cette fois, on est pratiquement sûr qu'on va baisser les taux en juin parce qu'on a été super fort, hyper visionnaire. Et la journée a été très calme en termes de performance. On a vu un méga sell-off sur le DAX avec 0,02% de baisse. La France qui bat un nouveau record avec 6 de ses actions membres du CAC 40 qui terminent au plus haut de tous les temps. Et puis, les États-Unis qui baissaient gentiment. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, on a acquis cette certitude, et puis les gens sont venus pour dire « Oui, mais nous, on avait tout calculé, on savait que de toute façon, ils baisseraient les taux au mois de juin. » Alors, c'est incroyable, cette capacité qu'on a montrée encore une fois hier, d'être faux pendant 4 mois, et puis d'arriver au bout du 4e mois, puis de dire « Oui, comme on l'avait prévu, eh bien, ça va bien se passer. » Donc voilà, maintenant, vous avez un doute. Si vous aviez encore un doute, parce qu'il faudrait quand même y aller pour avoir encore un doute, les taux vont baisser en juin, c'est une certitude, on ne se pose quasiment plus de questions, à moins que les chiffres du PPI de ce soir sortent et nous surprennent dans le mauvais sens. Mais en même temps, on sait très bien qu'aujourd'hui, même un mauvais chiffre fait quand même monter le marché. Alors comme je vous le disais, en termes de performance, hier, c'était pas la monstre joie quand on regardait juste les indices, globalement un peu partout dans le monde. Il s'est pas passé grand-chose, donc c'était vraiment, on se repose, on regarde tranquillement, on digère les chiffres du CPI, on retire ce qui avait de positif sur ces chiffres inflationnistes, on se dit qu'on sait pourquoi ça ne changera pas la décision de la Fed, ça a été répété plusieurs fois par des gens importants dans le marché qui nous ont confirmé que la Fed n'avait pas changé d'avis juste pour ces misérables chiffres qui sont en hausse juste 3 mois de suite consécutifs. Et donc du coup, on s'est un peu posé, on s'est dit oui, on va se préparer parce que demain, probablement que les chiffres du PPI qui sont attendus en hausse de 0,2% sur le PPI Core et puis de 0,3% sur le PPI tout court, il y a de fortes chances que ces chiffres soient également en hausse et voire meilleurs que les attentes. Et si ces chiffres sont en hausse et meilleurs que les attentes, ça voudra dire que le CPI du mois prochain, qui représentera le CPI du mois de mars, sera probablement encore un petit peu plus haut. Mais là encore, on trouvera certainement notre super corps à l'intérieur qui nous rassurera, qui nous dira « Non, non, mais tout va bien ». La Fed va vraiment baisser les taux comme on l'avait prévu au mois de septembre. Donc à Paris, nouveau record, il faut quand même signaler que nous avons donc Hermès, Air Liquide, Essilor, Luxottica, Airbus, Schneider Electric et Vinci qui ont terminé au plus haut tous les temps. Ça n'arrête plus de monter, c'est incroyable. Donc c'est pratiquement bientôt une meilleure performance que les marchés tech américains. Le CAC 40, c'est tous les jours un nouveau record. Et puis maintenant, s'il y a tout le monde qui s'y met, eh bien, ça n'a pas fini de monter. Le DAX, comme je vous le disais avant, a quelques prises de profit, 0,02% de baisse, où on sent le crash qui arrive à toute vitesse sur les indices allemands. Le nombre de fois où on se dit, bon, cette fois, il ne peut pas aller plus haut, et il continue à monter, ça reste quand même vachement impressionnant. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne plus au-delà de la tech en ce moment, c'est vraiment la force relative des marchés européens par rapport à la situation qu'on vit à l'heure actuelle. Et puis là, quand on voit l'optimisme général, c'est hyper rassurant parce que, comme je vous le disais, ce qui est assez fou, c'est que finalement, depuis le 1er novembre, on nous dit oui, les taux vont baisser, ils vont baisser probablement au mois de mars. Quand on arrive en mars, quasiment plus personne n'a prévu que ça baisse en mars, ils se sont déjà décalés sur le mai, voire juin. Bref, on va au fur et à mesure, et puis à chaque fois, je regardais encore un stratégiste qui parlait hier, et il disait oui, mais comme nous l'avions prévu, le scénario est en marche, donc on a cette espèce de confiance maîtrisée totale qui représente assez bien la séance de mardi quand on a eu la publication du CPI. On a une confiance incroyable et on arrive toujours à retirer le bon grain de livret de n'importe quel chiffre, donc complètement rassuré par rapport au PPI de cet après-midi, même s'il sort largement au-dessus des attentes, on sait que ça va continuer à monter. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'optimisme global, alors c'est pas sur toutes les valeurs, mais par exemple, on a eu un rapport hier de Bank of America qui disait « Oui, mais vous savez, Nvidia à ces niveaux-là,
c'est pas cher. Donc c'est rassurant, ça peut encore monter puisque c'est pas cher. Il y a aussi Supermicro qui est un peu le suiveur de Nvidia qui avait corrigé massivement. Et quand vous regardez ce que fait le graphique maintenant, on a presque l'impression que c'est la prochaine vague. Et puis cette fois, il va monter à 1500 $. C'est juste incroyable. Et puis du côté de l'UBS, eh bien, on a publié un blog hier, je crois que c'était un blog comme ça qu'ils ont appelé ça, sur le fait que pour eux, il n'y avait aucune identification de pic sur le marché, donc il fallait continuer à rester exposé aux actions américaines qui n'avaient absolument pas de raison de baisser, puisque de toute façon, on sait qu'historiquement parlant, 60% du temps, le S&P oscille à 5% plus ou moins de ses plus hauts historiques, donc à ce niveau-là, pas de pic identifiable en tous les cas pour l'instant. On ne combat pas la tendance, hein. La tendance est votre ami jusqu'au moment où il vous découpe la paix. La thématique du jour, c'est les voitures électriques. Alors, les voitures électriques, on en parle beaucoup depuis longtemps, hein. Ça a été les stars d'une certaine période, rappelez-vous, il y a 2 ans en arrière, hein, quand des boîtes comme Rivian valaient 180 $. Et si vous regardez maintenant, vous regardez la première page sur le site cnbc.com, le premier article de garde, eh bien ça commence comme ça. Vous voyez la photo, hein, la fin des véhicules électriques. Donc tout le monde est en train de se dire plus personne en veut, c'est trop cher. Ils sont tous en train de revoir leur projet de voiture électrique à la baisse. Alors les justifications, les excuses sont diverses et variées. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est une polémique qui n'a rien à voir forcément avec les marchés financiers, mais on voit que les constructeurs automobiles sont en train de revenir en arrière sur la thématique de la voiture électrique, ou en tout cas d'avoir des projets beaucoup moins élevés et moins importants qu'avant. Et ça se ressent un peu partout, hein. On l'a vu récemment sur les chiffres de Lucid, de Tesla, de Rivian, et ça continue encore aujourd'hui avec une très mauvaise nouvelle, puisque Fisker pourrait, je dis au conditionnel encore, mais pourrait être mis en faillite, pourrait faire un Chapter 11. Le titre a perdu 47% hier soir sur la nouvelle rumeur. Ils ont plus d'argent, ils sont au bout du rouleau. C'est la deuxième faillite dans l'histoire de Fisker, qui a quand même été le pionnier de la voiture électrique bien avant Tesla. Et Fisker espérait relancer finalement toute cette histoire avec son SUV qui était basé sur pas mal de plastique de récupération des océans pour faire un truc très vert et une méthode de fonctionner complètement différente de la voiture classique où finalement vous n'étiez jamais vraiment propriétaire mais vous aviez une voiture à disposition. Ça ne marche pas comme il veut. On parle de Chapter 11. Alors, ça sera intéressant de voir comment ça va se traiter ensuite parce qu'on sait que ces derniers temps, les plus belles performances spéculatives qu'on a vécues dans le marché, c'est quand la boîte est en Chapter 11 puisque ça joue beaucoup sur les options, ça fait des mouvements méga violents. On se souvient sur les dernières faillites qu'on a vues ces derniers temps. Malheureusement, c'est un mauvais signe pour la voiture électrique. Dans la foulée, Rivian a présenté ses nouveaux projets. Donc, ils ont sorti 2 véhicules, le R3 et le R2, je crois. Vous avez les photos qui s'affichent à l'instant. Et tout le monde se dit, oui, alors est-ce que ces 2 véhicules donnent l'impression d'être les prochains relais de croissance? Est-ce que ça va nous faire envie d'acheter Rivian? Bon, perso, quand je regarde les 2 véhicules, j'ai l'impression qu'ils ont croisé une Dacia avec une Lada. Et puis ils ont sorti des nouveaux SUV en disant « Ouh, c'est génial, c'est électrique, c'est formidable ». Et néanmoins, on voit que ça pêche un tout petit peu. Et toujours dans cette même thématique, eh bien, on a appris hier que Wells Fargo a downgradé Tesla, et pas qu'un peu. Ils sont passés de conserver à sell, avec un target qui passe de 200 $ à 125 $ sur Tesla. Déjà que Tesla était mal en point sur le graphique, elle est en train de casser ce canal descendant dans lequel elle est depuis un moment. Donc ça voudrait dire techniquement que si ça continue à pêcher comme ça, hier elle perdait 5% quasiment, il risque d'y avoir une nouvelle accélération baissière qui va enfin, j'imagine, satisfaire pas mal de gens qui sont short sur le secteur. Mais en tout cas, on voit vraiment que la thématique des voitures électriques, pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est terminé, mais ça reste un petit peu problématique. Et pour en rajouter une couche sur la thématique de la voiture électrique, hier, vous avez monsieur Elon Musk qui était dans une conférence sur l'intelligence artificielle et qui a déclaré qu'on avait un énorme problème qui se profilait devant nous, c'était l'énergie électrique. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, l'intelligence artificielle avec ses GPU, ses chips d'intelligence artificielle, est en train de bouffer une quantité d'énergie absolument monstrueuse, un peu à l'image de ce qu'on critiquait le Bitcoin à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, on se dit, si ça continue comme ça, le développement de l'IA, il y a de fortes chances, selon monsieur Musk, que dans un an, il le dit lui-même, dans un an, ça risque d'être très compliqué. Et donc, si on arrive à cette problématique d'énergie et de manque d'électricité pour l'AI, je vous laisse imaginer ce que ça va donner pour les voitures électriques accessoirement. Donc franchement, pas une super nouvelle, il faudra le suivre.
tous les experts ne sont pas d'accord sur les conséquences de l'AI et du côté énergie, mais il faudra peut-être surveiller. Moi, je sais pas, mais je crois que je vais commencer à acheter du solaire. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on aborde le sujet du pétrole. Le pétrole est remonté à 79 3/4 à l'instant où je vous parle. Une des raisons du rebond d'hier, 3% de rebond sur le baril, eh bien, c'est principalement à cause du fait que les inventaires américains sont en baisse et que les stocks d'essence sont également en baisse. Alors, les gars, ils sont en train de forer comme des malades aujourd'hui aux États-Unis, mais ça ne suffit pas. La consommation est trop importante. Et donc, il y a une espèce de shortage qui est en train de se créer au niveau des inventaires. À côté de ça, hier, les Ukrainiens ont attaqué des raffineries russes à coups de drone. Résultat, eh bien forcément, ça produit moins. Là aussi, il y a une inquiétude de ce côté-là. Alors, moi, je croyais qu'on n'avait pas le droit d'acheter du pétrole russe, mais visiblement, ça fait quand même peur au marché du pétrole. Et puis, accessoirement, il y a une thématique qui revient aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une consommation de kérosène et d'essence qui est monstrueuse, justement, avec ces drones militaires qui sont utilisés en ce moment. Alors c'est sympa, nous on nous demande de rouler en hybride, de rouler en électrique et puis d'aller au bureau à pied pour pas polluer la planète, mais les mecs ils se font la guerre avec des drones en plus et qui polluent avec du kérosène dedans. Mais ça devient un problème qui est venu jusque dans les médias financiers de dire attention, les drones militaires consomment beaucoup d'essence ou de kérosène et ça pourrait à un terme faire quand même un effet sur la consommation mondiale de pétrole. Eh bien, on est bien barré si on écoute ça, parce que quand vous regardez ce qui se passe au niveau de la géopolitique, vous avez Poutine qui a donné une interview en disant que lui, il était pas contre une guerre nucléaire, mais pas tout de suite parce qu'il n'était pas trop pressé. Merci. Et puis deuxième chose, il a dit qu'il n'était pas complètement fermé à des négociations de paix, mais pas avec des guignols qui prennent des produits psychotropes. Et puis quand il parle de guignols qui prennent des produits psychotropes, c'est Macron et Zelensky. Et ça tombe bien parce que ce soir en France, nous aurons le Macron Show, comme bientôt tous les mois, le président français va venir sur la chaîne principale française et flinguer toute la soirée de tous les Français pour venir expliquer sa vision du monde à lui et le fait qu'il est un vrai chef de guerre. On se demande s'il va venir déguisé en militaire, en général, en pilote de chasse ou en pilote de tank, on le verra bien, ce sera une grande surprise. Mais en tous les cas, ce soir, on aura Emmanuel Macron qui va répondre visiblement, probablement, aux commentaires de M. Poutine. On ne sait pas s'il va aborder le sujet des psychotropes, mais ce sera assez intéressant à observer. Et ça reste quand même des gros sujets qui commencent à prendre de plus en plus d'importance. Et souvenez-vous, M. Powell, il a dit, le seul truc qui peut faire dérailler les marchés, c'est la géopolitique. Du côté chiffres économiques, aujourd'hui, nous aurons le PPI en Suisse aussi, donc PPI aux États-Unis. Il y aura également les retail sales aux États-Unis. Ça sera assez intéressant à voir parce qu'hier soir, il y a eu deux nouvelles au niveau des retail sales qui ont pesé un petit peu sur le marché et sur le secteur en particulier. Tout d'abord, il y a Dollar Tree qui a annoncé des prévisions révisées à la baisse pour le reste de l'année. On n'a pas trop aimé, le titre a perdu 14%. Et puis derrière, il y a McDonald's McDo. Le patron de McDo a fait des déclarations qui étaient un petit peu tendancieuses par rapport au fait que, vu ce qu'il voit et comment ça se passe, il a des doutes sur la performance exceptionnelle qu'il pourrait éventuellement faire sur ce premier trimestre, ce qui voudrait dire en parlant français que le trimestre n'est vraiment pas terrible cette année chez McDo. Résultat, le titre perdait 4% dans la foulée de cette déclaration. Donc les retail sales, les ventes de détail qui seront publiées tout à l'heure, seront bien évidemment très observées par le marché, en plus du CPI. Mais comme on a compris, et comme je vous ai déjà répété 4 fois dans cette vidéo, de toute façon, même si le PPI est trop fort tout à l'heure, ça montera quand même. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Tout d'abord, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner, appuyer sur la cloche. Comme ça, vous aurez les updates de chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive dedans. Et puis, vous serez vraiment considéré comme un membre de la communauté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'en parler autour de vous. Et puis, surtout, le plus important, n'oubliez pas de revenir demain parce qu'il y en aura une nouvelle. Et puis là, on parlera du PPI. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.